Bonjour Catherine. Bonjour Joséphine. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Catherine Mosser, je travaille pour une association qui est Alsace Digital, qui en fait a pour objectif d'animer l'écosystème numérique en Alsace, plus spécifiquement autour de Strasbourg. Là, on regroupe pas mal de membres qui ont envie de faire des activités pour diffuser les bonnes pratiques dans le numérique ou pour organiser des manifestations d'intelligence collective. Aujourd'hui, on va parler du film Her de Spike Jonze. Donc le résumé, c'est l'histoire d'un homme solitaire qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Donc déjà, qu'as-tu pensé du film? Est-ce que tu l'as aimé? En fait, c'était pas une intelligence artificielle, c'était un système d'exploitation. Tu peux expliquer peut-être la nuance entre les deux? Mais dans la façon dont c'est présenté, c'est comme une intelligence artificielle. Mais eux, ils l'appellent comme système d'exploitation. Comme si on a un OS sur notre ordinateur, un système d'exploitation qui nous permet de faire tourner une machine, de digérer et de mettre en forme les informations qui nous sont présentées en premier plan pour qu'elles soient abordables. C'est vraiment très très succinct. Mais moi, quand je l'ai revu, j'ai toujours pensé que c'était une intelligence artificielle. Et dans ma tête, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Je ne me souvenais plus que c'était un système d'exploitation. Ils ne disent pas que c'est une intelligence artificielle. C'est comme ça que les gens et les médias le présentent, parce que peut-être que s'ils disaient aux gens système d'exploitation, il y aurait une certaine confusion. Ah mais complètement. C'est pour ça, dès le départ en fait, il y a une certaine confusion et effectivement en 2013, les chatbots émergeaient à peine, n'étaient pas du tout aux intelligences artificielles génératives comme on peut en avoir aujourd'hui, ni Siri n'existait pas encore, enfin voilà, c'était vraiment le début de tout ça. Donc c'est étonnant, puisque ce que tu n'as pas dit dans le synopsis, c'est que l'action se passe, quand c'est sorti en 2013, l'action était présentée dans un futur proche, et le futur proche c'est 2025, et on y est en fait. C'est ça qui est aussi intéressant dans ton choix, c'est de parler d'un film qui était un film de science-fiction, et on y est déjà dans cette... Maintenant, c'est réel, et c'est intéressant de voir par rapport à ce recul-là que ça nous arrive maintenant avec les applications ChatGPT et tout ça, que ça commence à arriver, et c'est des questions qu'on va aborder. On va aborder exactement. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'IA générative a quelque part envahi tout l'espace, notre espace de travail également, notre espace quotidien. Les chatbots existent depuis longtemps, et puis on va sûrement en reparler, mais c'est vrai comme ça des agents conversationnels qui étaient là pour justement donner la réplique à un être humain. Il en existe depuis des années, et il y en a qui étaient effectivement vraiment des compagnons. Il y a l'entreprise Lucas qui avait lancé les réplicas dès 2017 sur les mêmes fonctionnalités qu'un ChatGPT, c'est les mêmes technologies à la base. Et c'est vrai que quand moi j'étais jeune, il y a déjà très longtemps, on avait aussi des Tamagotchi. Mais on avait aussi en fait des objets numériques qui nous incitaient à avoir une relation et à s'occuper d'eux en fait. On devait s'occuper d'eux, sinon ils mouraient. Ouais, c'était assez limité comme échange quand même. C'était plus s'occuper d'un animal, un peu comme un jeu de simulation dans un jeu vidéo. C'est exactement ça. C'était comme un jeu de simulation dans un jeu vidéo, sauf que comme les jeux vidéo étaient très balbutiants, on n'avait pas ça. Mais oui, mais c'était pour dire qu'effectivement, contextuellement, il y a toute une progression de notre rapport affectif à la technologie. C'est pas venu du jour au lendemain. Cette question du rapport affectif à la technologie, elle est venue petit à petit depuis les premiers chatbots 1966 qui nous permettait effectivement juste d'avoir un psy qui était juste entraîné pour reformuler en fait, qui n'allait pas plus loin qu'une reformulation de ce qu'on pouvait raconter à un faux psy. Et par contre, il y a quand même eu des analyses comme quoi les gens s'attachaient même à ça. Donc voilà. Alors, j'ai structuré en 3 parties. Et la première, ça concerne par rapport à la solitude du personnage. Dans le film, c'est vraiment, je trouve, qui prend beaucoup d'espace, c'est le fait que le personnage est très solitaire, et que c'est comme ça qu'il va se retrouver à être en contact avec l'intelligence artificielle. Et donc du coup, la première question, le monde hyper connecté accentue-t-il la solitude? Dans le film, on voit que le personnage principal est seul et il cultive cette solitude. Parce qu'on voit bien qu'il pourrait avoir des amis auxquels il ne répond pas. Il a des collègues de bureau avec qui il a quand même des échanges. On voit qu'il est plutôt dans une sorte de dépression
voilà, il vient de se séparer, voilà, il est en train de divorcer. Voilà, il a une solitude qui lui est imposée et dans laquelle il a du mal à sortir de cette solitude. Et dans le Los Angeles futuriste qui est celui de 2025, dans n'importe quel espace public, dans n'importe quel lieu, les personnes interagissent avec la voix. Et ils interagissent non pas entre eux, mais la plupart du temps avec des systèmes, effectivement, des applications. Ils interagissent avec la technologie. Et ils vivent côte à côte et on ne voit pas beaucoup de gens se regarder dans ce film, dans les espaces publics. Ils sont en échange constant, mais avec une technologie. Et donc, par rapport à la question, est-ce que cette hyperconnexion, est-ce que ça renforce la solitude? En 2024, il y a des études IFOP qui sont sorties qui montraient que 62% des jeunes de 18 à 25 ans se sentaient souvent seuls. Et chez les plus de 65, c'est que 37%. Ah oui, c'est presque la moitié. Oui, tu vois, en fait, il y a finalement d'être hyper connecté. On pourrait faire un raccourci, qui est sûrement un raccourci, il faudrait plus le travailler, que les jeunes sont plus connectés que ceux qui ont plus de 65 ans, même si on sait que ceux qui ont plus de 65 ans sont vraiment beaucoup sur Facebook et dans des groupes WhatsApp. Mais finalement, il y a une notion de solitude qui est différente et que les jeunes de 18 à 25 ans ont aussi grandi avec une façon de communiquer qui est différente. Moi, je vois bien, en fait, je dis souvent à mon entourage, mais téléphonez, quoi. Téléphonez. Laissez pas juste un petit message. L'échange, vous n'y arriverez pas. Enfin, vous n'arriverez pas à avoir l'informel comme ça. Et à force de s'envoyer aussi que des petits messages, on n'a pas une communication riche, en fait. On a une partie de l'information qu'on n'a pas. Il y a le verbal, non-verbal dans une communication. Et dans une communication d'être humain, il y a plein de choses qui ne passent pas par la technologie. Souvent, par SMS, il y a des intentions qui peuvent être mal interprétées. Si on est en colère ou triste, ça va être beaucoup plus difficile de se faire comprendre et que l'autre nous comprenne. Et des fois, ça crée tout le temps des situations où « Ah mais en fait, tu ne me comprends pas », alors qu'en fait, je voulais pas du tout dire ça. Mais comme il n'y a ni l'intention, l'intonation de la voix, ni le visuel, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se faire comprendre. Même si, personnellement, c'est encore très difficile. C'est encore difficile de passer un appel. Ouais, mais c'est ça. En fait, nous, on a quand même, on a eu ce temps d'échange, de communication par le verbal, oui. Qui était. Alors, le mieux, c'est de se voir, hein, oui. pour avoir la palette totale des messages envoyés. Mais quand vous avez plus que le petit message écrit. Avec des mots qui sont même pas des mots, mais qui sont des réductions de mots. C'est vrai que c'est pour comprendre tout ce qu'il y a derrière une communication humaine qui est riche. C'est difficile. Et donc, c'est vrai que les études sont toujours en cours. Hein. Il y en a tout le temps sur cette notion de solitude chez les jeunes. L'Organisation mondiale pour la santé a décidé qu'effectivement, la solitude était un facteur à prendre en compte dans les problématiques de santé. Parce que le fait que les gens souffrent de solitude affecte aussi leur qualité de vie, affecte leur santé, leur rythme vasculaire, leur espérance de vie. Et dans tous les pays du globe. On ne parle pas de quelque chose de complètement européen, hein. On parle des Philippines, d'autres pays dans lesquels cette question, le Japon, beaucoup a été adressée. Donc on voit que cette question de solitude, en fait, dans nos mondes hyper connectés, elle est réelle et c'est vraiment elle a vraiment des conséquences. Parce qu'on peut se demander comment satisfaire nos besoins fondamentaux de connexion, justement, à l'ère du numérique. Parce que l'humain, il a besoin de connexion avec ses semblables, mais à l'ère du numérique, comment on gère? En fait, c'est une question de qualité de relation aussi. C'est pas forcément qu'une question d'outils. C'est tu peux être ami sur des réseaux sociaux. Alors, à l'époque que c'était Facebook, hein, tu peux être ami avec je sais pas combien de personnes sans que ce soit une vraie relation. Tu vois, sans que tu construises vraiment quelque chose. Tu partages des choses, mais la plupart du temps, tu partages aussi des choses plus profondes avec des gens que tu côtoies, ou à un moment donné, où tu as un échange plus long que juste un pouce ou un like ou quelque chose que tu échangerais. C'est quelle nature? Tu peux rester, il y a des super relations épistolaires qui ont existé depuis des siècles. Tu peux rester dans l'écrit, tu peux rester dans le virtuel, tu peux construire une vraie relation par les outils digitaux. Il ne faut pas rejeter, il ne faut pas dire effectivement que les relations humaines n'existent plus. Il faut voir
la qualité. Et puis il y a les relations que nous obligent à tisser les réseaux sociaux, qui sont des relations induites par leurs ergonomies, les likes, les pouces, tu as l'impression d'être populaire parce que tu as plein de likes. Et donc, toi, tu es en quête d'une fausse relation quelque part qui est induite par le design de l'appli, qui n'est pas induite par toi, ta façon, ton choix de communication. Tu as ta façon d'avoir des interactions sociales qui sont dictées par l'ergonomie de certaines applications. Oui. Ça, c'est un fait. Et il y a toi, la façon dont tu utilises les outils pour avoir tes propres interactions, ta propre nature d'interaction. Tu peux très bien envoyer un long message par Insta, c'est pas un souci. Tu peux aussi partager des albums photos en privé qu'avec certaines personnes. Et c'est un super support, tu vois. Le nombre de familles qui ont des groupes WhatsApp. Oui. Voilà. Ben voilà, tu vois. Non mais ça a quand même, c'est des interactions sociales profondes. Oui. C'est-à-dire que tu te sens plus connecté à tes membres de ta famille. Oui. Avec ça aussi, tu vois. Oui, donc il ne faut pas le rejeter, mais par contre, voilà, il faut toujours se poser des questions de comment moi j'utilise l'outil et pas qu'est-ce que l'outil m'induit de faire, m'incite à faire comme interaction sociale. Il faut se l'approprier. Ben, faut non seulement s'approprier, moi je pense qu'aussi, il y a une phase, il faut bien connaître l'outil et voilà comment lui, il veut que tu likes plus parce que lui, en tant qu'outil, ça l'intéresse et que voilà, il peut capitaliser sur tes likes. Ou toi, tu l'utilises juste pour ton usage et comment tu peux l'utiliser pour toi et pour l'interaction dont tu as besoin, toi, tu vois. Il y a tout un truc, toute une réflexion. C'est pour ça que les outils, il faut vraiment, je trouve qu'il y a toujours une phase d'appropriation, comme tu dis, d'exploration. Et pour revenir dans le film, il écrit jamais, il dicte tout le temps. Oui, c'est vrai. Il est tout le temps dans l'oralité. De toute façon, tout le film, il est dans une sorte de conversation permanente, avec, même dans son boulot, hein, il utilise la voix pour dicter des lettres. Après, il lit ses messages, il ne les regarde pas, il y répond en dictant les réponses. En fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, on est rarement en conversation. On est plutôt en train d'écrire. Oui, on écrit et on lit et on répond en fonction. Après, je sais que personnellement, je fais beaucoup de vocaux. Oui. Ça s'y prête pas toujours, mais je trouve que les vocaux, c'est une sorte de bon compromis entre j'envoie une réponse courte, mais qui reste quand même sincère avec ma vraie intention et ma vraie intonation de voix, qu'un SMS par-ci par-là. Mais tu vois, on y est à l'intonation de voix. Oui. C'est clair que c'est Scarlett Johansson, quoi. C'est pas n'importe quelle voix, tu vois. C'est important. Ça fait partie d'une personnalité, ça fait partie de toi, tu vois. C'est pour ça que tu laisses aussi des vocaux. Oui, c'est ça. Parce que tu envoies un petit peu de toi. En quelque sorte. Oui, mais dans le film, c'est la seule caractéristique... Attends, comment dire ? C'est la seule caractéristique physique un peu que Samantha, elle a. Parce qu'elle n'a pas de forme physique ni charnelle. Mais c'est une des caractéristiques humaines qui la caractérise vraiment dans le film. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en fait, c'est la définition de sa personnalité. Oui, voilà, c'est ça. En fait, sa singularité est exprimée par sa voix. Tu te dis que cette IA, elle a cette voix-là. On n'en sait rien, mais c'est toi qui projette ça. Et c'est vrai que c'est sa singularité. Et en plus, comme c'est une voix humaine qui a beaucoup, beaucoup d'émotions, et on va peut-être tout de suite aller à la deuxième partie. Faut qu'on vérifie tes questions, mais le fait qu'elle ait beaucoup d'émotions dans sa voix, ça fait tout de suite de l'anthropomorphisme, tu vois. Et c'est voilà, c'est pour ça on y vient avec cette voix et dans ce monde hyper connecté. Pour l'instant, les voix elles sont encore un peu synthétiques, mais de moins en moins. On s'y perd et voilà, c'est sciemment que j'utilise le mot on s'y perd. C'est-à-dire que la frontière entre le réel et le virtuel, il est aussi vraiment en question dans ce film-là. Et nous, dans la façon dont l'IA a envahi en fait notre quotidien, on a aussi du mal à s'y retrouver, tu vois, entre est-ce que c'est une vraie photo, pas une vraie photo, qui est-ce qui a écrit le texte, où est l'humain derrière, tu vois. Et ça nous perd aussi un peu dans nos interactions sociales et dans ce qui fait notre humanité. C'est-à-dire notre humanité, elle est faite d'histoire entre nous. Elle est faite tu vois, de la façon dont on a de se raconter les choses aussi. Ça fait partie de notre humanité. Tu vois, dans Nexus, il l'explique très bien. Je vous conseille vraiment de lire Nexus ou de l'écouter en audio. Ça s'écoute super bien en audio aussi si on est sur la voix. Même si, tu vois, là encore, en audio, c'est quand même des voix encore assez froides, tu vois. Mais c'est des gens qui s'enregistrent, non ? Des gens qui s'enregistrent, mais la façon dont ils enregistrent. Et puis maintenant, c'est plus des gens qui s'enregistrent aussi. Ah.
Ouais, c'est aussi des IA qui lisent. Tu peux même prendre un bouquin et le faire lire par une IA, tu vois. Donc, ouais. Mais en tout cas, c'était juste pour dire que tout ça, ça fait partie de notre humanité. Toutes les histoires, les photos, et voilà. Et c'est plus des humains qui les produisent. Qu'est-ce qui produit notre humanité? On peut aller loin, mais ça rejoint Heurt, tu vois. Ça rejoint, au départ, voilà, il n'y a pas que lui qui a une IA conversationnelle. Ils en ont finalement tous une pour finir cette partie sur la solitude, parce que lui, dans le film, il va avoir cette relation amoureuse avec son IA, mais il y a des relations amicales, il y a des relations de boulot, de collègues. En fait, ils ont tous utilisé l'IA pour combler quelque part effectivement un manque. Voilà, c'est aussi nous, comment est-ce qu'on vit avec notre manque, comment est-ce qu'on accepte notre manque, comment on accepte la solitude, comment on y travaille. Ça nous renvoie à plein de questions sur notre humanité. Ça fait peur, je trouve. Ça te fait peur, pourquoi? Parce que j'ai peur que l'humain se perde vraiment et qu'il ne cherche plus à aller vers les autres, à aller vers ses semblables, et qu'il se conforte justement dans ces nouvelles technologies qui sont l'IA. Je trouve que c'est vachement dommage, parce que c'est plus tard on y vient sur la question d'identité et tout ça, l'authenticité et tout ça, mais pour moi, une IA, ça reste un code et une suite logique binaire. Et il n'y a pas tout ce qui fait l'humain. Pour moi, l'humain, c'est quelqu'un qui est imparfait, qui se trompe, qui tombe, qui se relève, qui a ses sentiments, qui a son évolution. Et pour moi, c'est cette diversité-là qui fait l'humanité. Et je trouve que l'IA, ça vient fausser tout ça. Et je trouve ça vachement dommage. Ouais, alors déjà, si on revient sur le film, à la fin, elles partent, les IA. Oui. Donc je trouvais qu'il y avait une sorte de message d'espoir, même si c'est avant tout un film romantique. Faut pas faut pas se tromper non plus. Si on reste dans l'analyse du film, on a quand même tu tombes amoureux, elle te trompe, elle te quitte, et tu retrouves à la fin, ils retrouvent. Ils se reconnectent au monde. Ils se reconnectent au monde et à une relation réelle. Tu vois, donc je pense qu'il faut juste qu'on apprenne à utiliser l'IA comme ce que c'est un outil. Et c'est vraiment tout notre apprentissage, de maintenant réussir à le mettre correctement dans notre vie. Je trouve ça très triste. Oui, après on peut prendre le cas de Replica, qui est donc, oui. tu vois, ce chatbot qui est vraiment sur une base de données et qui a été créé pour avoir de l'empathie. En fait, elle a été créée pour bien analyser les messages que lui envoyait la personne en face, essayer d'analyser vers quel registre émotionnel il allait. Lucas, l'entreprise qui crée les Replica, a décidé d'arrêter la possibilité d'avoir des relations amoureuses ou plutôt sexuelles avec son réplica, ce qui a créé un tollé pas possible, puisqu'effectivement il y avait des utilisateurs qui avaient des échanges conversationnels de ce type-là. L'Italie avait carrément censuré l'application parce qu'elle n'était pas du tout RGPD, elle permettait aux mineurs d'avoir ce genre de conversation. Enfin voilà, c'était effectivement à réguler. Mais du coup, après ce cas d'école, puisque c'est un cas d'école, il y a eu plein d'études qui ont été faites et qui ont montré que les personnes qui l'utilisaient le plus, enfin, il y a plein de personnes qui l'utilisaient et qui sont désintéressées au bout d'un moment parce que ça mène à rien, tu vois, enfin, il te manque quand même une chaleur humaine quelque part, il te manque, enfin, ça ne peut pas combler si tu n'as pas autre chose à côté. Ça ne peut pas devenir le centre de ton univers. Voilà. Il y a vraiment des études qui ont été faites, comme quoi il y a beaucoup de personnes quand même qui sont désintéressées au bout de quelques semaines. Les personnes qui ne s'en désintéressaient pas, elles étaient plutôt dans un état dépressif. Ce qui a été montré, c'est que ça répondait à des attentes et ça les aidait quand même à aller mieux. En lisant ça, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, ok, si ça peut aider les gens à ne pas être malheureux, à trouver un autre équilibre, si ça les enferme pas, pourquoi pas, tu vois. S'en servir comme aide en fait. Bah ouais, je me suis dit, moi je suis pas là pour rejeter en fait. S'ils vont mieux,
tu vois, et si, voilà, si les gens, ça les aide à être plus équilibrés, à pouvoir, je sais pas, rester auprès d'une personne qui est vraiment malade, mourante, et qui du coup a un sas d'évacuation avec cette réplica, parce qu'autrement il peut plus avoir d'échange, mais ça lui permet d'avoir un équilibre dans sa vie. Voilà, je me suis dit, moi je suis pas là pour le juger, je suis pas là en me disant, bah ouais, une relation avec une IA, c'est stérile, c'est nul, c'est un pauvre type parce que voilà, c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir des relations sociales dans la vie. C'est pas forcément vrai. Il y avait des gens de tous les âges qui utilisaient ces réplicas, et ceux qui les utilisaient longtemps, et ben, ça leur faisait un autre équilibre. Ça leur permettait aussi d'exprimer et d'exprimer des frustrations, d'exprimer des choses. Alors pourquoi pas, tu vois? En fait, la question c'est toujours, est-ce que tu es conscient que c'est pas une personne en face, tu vois? Et apparemment, les personnes étaient vraiment conscientes que c'était pas... Justement, ils voulaient cette relation parce que c'était pas une personne en face. Parce qu'elle était disponible 24 heures sur 24, et tu le vois dans Heure. Il prend son oreillette, il lui parle quand il veut, elle est tout le temps là. La fois où elle répond pas, il est en panique totale, ça lui est jamais arrivé. T'imagines dans la vraie vie une personne qui est dispo 24 heures sur 24, qui est de bonne humeur presque 24 heures sur 24, qui est empathique 24 heures sur 24, ça n'existe pas. Non. Tu peux la chercher. Ça me paraît un peu lunaire et limite dangereux, parce que on apprend des autres, on apprend de leurs expériences et de leurs états, aussi heureux ou malheureux soient-ils. Je trouve ça vachement dommage. Si on interagit tout le temps avec quelqu'un de positif, alors ok, je pense que quelqu'un de positif nous apportera toujours la force d'être plus optimiste, d'aller de l'avant et tout ça. Mais personne n'est comme ça, et les gens, ils nous apprennent de leur expérience traumatique, etc. Donc, Mais là, en fait, les personnes qui étaient sur Replica et qui restaient sur Replica, c'était la plupart du temps des gens qui étaient déjà dans des traumatismes, tu vois, déjà ceux qui restaient longtemps, déjà dans des situations difficiles. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a la part des choses, tu vois. C'est parce que est-ce qu'ils étaient capables d'aller vers quelqu'un d'autre, tu vois? Est-ce qu'ils étaient capables d'avoir l'énergie justement d'essayer d'aller dans une relation humaine qui aurait été plus difficile? Parce qu'une relation humaine, bah oui, on vient de le dire, t'apprends des autres aussi de ses souffrances, de ses manques, de ses hésitations, mais c'est compliqué. Ça demande de l'énergie aussi, ça demande aussi une disponibilité, une remise en question permanente de soi-même, de faire ça. Du coup, si t'es déjà mal, est-ce que tu peux faire ça, tu vois? Quelque part, est-ce que tu t'enfonceras pas plus dans une solitude, une dépression? Moi, j'en sais rien. Moi, je veux pas non plus que le monde soit rempli d'êtres humains qui ne se parlent plus et que dans les transports en commun, on soit tous sur nos téléphones à ne plus nous regarder. Je suis d'accord. Mais voilà, c'était juste pour pas jeter tout. Et puis, ce qui est intéressant dans Heure, finalement, c'est que elle rigole. Ce qui était drôle aussi, c'est que cette IA, elle rigole dès le départ, en fait. Elle exprime ses propres pensées avec ses propres doutes, parce que tu penses parler à une IA qui est toujours positive. Dans Heure, elle n'est pas du tout toujours positive. Il a poussé l'anthropomorphisme jusqu'à là, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment ses propres expressions, ses propres doutes, ses propres découvertes, jusqu'à ses propres mensonges. Tu vois, c'est particulier comme choix de nous dire que notre compagnon sera comme ça. Je l'avais noté. Comment définir l'identité? Pour toi, c'est ça? Bah oui. C'est une question. Ouais, non, mais pour toi, c'est aussi ça. Comment définir l'identité, c'était passé par ces questions. Pour toi, l'identité, c'est son humanité. Quelque part, oui. Sa singularité. Oui. Et comment nous, on peut définir l'identité de manière générale? Et une intelligence artificielle peut-elle développer une conscience propre? C'est ce que tu appelles conscience, en fait. Nous, tu l'as dit toi-même, l'intelligence artificielle générative, comme on la connaît, c'est basé sur un corpus de données qui a été indexé. On lui a quand même voilà, tu vois, les photos, elles ont été annotées, on lui a dit ce qu'il y avait dessus. Si pendant des années, chaque fois qu'on voyait une photo de chien, on disait que c'était un chat, l'IA, elle aurait dit que c'était un chat. À chaque fois qu'on voyait un chien, tu vois. Et les phrases, c'est construit par des syntagmes figés, c'est-à-dire que tu dis un mot. Et ben c'est le mot le plus probable qui vient après, qui est mis en avant, et c'est comme ça que c'est construit. Tu vois, toute la sémantique, toute la construction des phrases dans une IA. Alors, une conscience, en fait, il faut déjà définir la conscience, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce qu'une IA, elle sait ce qu'elle fait? Bah, on lui a dit ce qu'elle fait,
Si tu poses la question à ChatGPT, on lui a donné la réponse. C'est-à-dire? Elle dira qu'elle est une intelligence artificielle qui est là pour répondre en fonction de sa base de données, tu vois. Mais du coup, c'est pas une conscience humaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'elle est tout ça, c'est programmé. C'est pas quelque chose qui est propre à l'IA. En fait, c'est propre à la façon dont elle a été programmée. Effectivement. On connaît bien les limites de ça parce que on peut pas lui dire ou lui demander des choses trop violentes ou trop problématiques sur des opinions politiques. Ah bah si, hein. L'IA de Musk, tu peux. Hein. Ah ah bah ça dépend. Oui, tu vois, tu dis. Parler de ChatGPT. Bah ouais, bah c'est ça là. Tu vois, c'est ça ou Perplexity. En fait, si tu veux, c'est déjà ça. Tu n'auras plus une seule. Enfin, DeepSeek répond pas la même chose en fait. Tu vois, c'est pas. T'as pas qu'une seule IA. Tu vois, moi déjà j'aime. Enfin, le mot intelligence artificielle, on a déjà mis le mot intelligence qui est très propre à l'homme dans cet outil-là. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ces outils d'information générative, tu vois, puisque c'est vraiment ça, eh ben, tu en as déjà plein qui ont été entraînés différemment, sur des bases de données différentes, avec des règles différentes, et donc qui te donnent des réponses différentes. Parce que là, je pensais, par rapport à la violence et tout ça, je pensais à ChatGPT. Oui, parce qu'ils ont mis des règles. C'est aussi bien qu'ils connaissent la limite. Alors, pour pas propager des idées fausses ou de la haine ou de la violence, pour pas influencer les personnes les plus faibles ou les plus jeunes. Donc c'est bien que on connaît la limite, mais du coup, si tu me dis qu'il y en a plusieurs et que, au hasard, celle d'Elon Musk, elle va pas du tout répondre non, la même chose. Il a libéré. C'est grave. Ben, en fait, c'est grave quand t'es pas conscient de ça, parce que c'est culturel, tu vois. En fait, si tu veux, en plus la norme de ce qui est accepté en violence, en politesse et tout, c'est très culturel. Tu vois, on appelle ça des biais ou des. C'est pour ça que, en fait, la façon dont sont entraînées les IA sont liées à ce qu'il y a dans les bases de données. Et donc, on dit que les IA ont des biais, mais ces biais sont effectivement le reflet de ce qui s'est passé pendant des années. Tu vois, on parle souvent voilà, du sexisme, de la place des femmes dans les réponses données par les IA. Bah ouais, les IA, elles se basent sur des données qui ont été accumulées pendant des années. Et ce n'est pas des fausses données, hein, c'est des vraies données. C'est juste nous, là, on voudrait que ce soit autrement. Et donc, ce n'est pas faux ce qu'elle dit. C'est juste que ce n'est pas actuel. Et du coup, l'IA, avec toute cette prise d'informations-là, elle se diversifie autant que l'humanité est diversifiée. Alors pas autant, hein, je pense, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que la façon même d'être poli, tu vois, d'interagir. Alors on te dit, moi j'ai posé la question, enfin j'ai cherché, est-ce que les résultats sont meilleurs quand tu es poli? Parce que je me disais, mais on t'apprend à être poli avec ton IA pour que, surtout sur ton prompt, tu vois, à dire bonjour. Je dis, mais à quoi ça sert, quoi? Enfin, en face de moi, j'ai un algo, quoi. Et en fait, c'est la façon dont il a été entraîné. C'est-à-dire que si tu commences à l'insulter, si tu commences effectivement à avoir un comportement déplacé, pas poli, et ben la pertinence des réponses va chuter. C'est bien que quelqu'un a mis des normes sociales dans cet algorithme pour dire que tu n'avais pas le droit de l'insulter ou que tu vois, analyses la façon dont tu vois, que des gros mots, c'est des gros mots. Une IA, elle ne peut pas se dire toute seule, tiens, ce mot-là, c'est un gros mot. Ou des fois, il y a des gros mots, tu vois, si sortis du contexte, c'est plus des gros mots, tu vois, en fonction. Voilà, donc, tu vois, il y a bien une induction culturelle dans tout ça. Il y a bien des règles qui ont été mises dans l'IA qui sont culturelles. Et après, elles ont effectivement un effet sur la façon dont tu vas interagir avec l'IA. Et juste pour aller plus loin, et ce qui a été effectivement aussi étudié, c'est que plus tu es obligatoirement poli et la façon dont t'exprimer avec ton IA est convenable, plus dans la vraie vie, tu vas aussi avoir plus d'aptitude à être poli et convenable quand tu demandes des tâches aux gens avec qui tu travailles. Alors là, moi, je me suis dit, c'est ma limite d'acceptation. Je veux bien que les études elles soient comme ça, mais voilà, j'en suis là, mais ça m'a posé quand même beaucoup de questions, tu vois. Donner un prompt à un collègue. C'est ça, donne un prompt à la collègue, écris, sois aussi poli avec ton collègue qu'avec ton IA. Mais voilà. À la base, on devrait peut-être réfléchir inversement. Être d'abord poli avec nos pairs et nos humains,
enfin nos humains, Ouais, avec nos co-humains. nos collègues, les personnes humaines avec qui on interagit, je pense que c'est quand même plus important que d'être poli avec son IA. Et après, nos codes sociaux et notre éducation, elle va forcément se refléter dans la façon dans laquelle on va répondre à l'IA. Et ça devrait fonctionner dans cet ordre-là, et pas d'abord être poli avec son IA, et ensuite, comme on est poli avec son IA, on va se dire « Ah, si j'étais poli avec mon patron ». Mais non. de fait, tu vois, c'est le design de l'IA. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, mais c'est parce que tu parlais d'identité d'être humain. C'est-à-dire que toi, quand tu utilises un outil, tu veux qu'il soit le plus performant possible, hein, tu vois. Et si dans les paramètres de performance de l'outil que tu as en face de toi, il y a d'être poli avec elle, parce que du coup elle est plus performante, elle t'oblige par design à être poli. Et poli, c'est une norme culturelle, tu vois. T'es pas poli partout dans le monde de la même façon. Tu penses? Ah bah oui, t'es poli. Ben, bien sûr, d'insulter, c'est pas poli dans tous les pays du monde, mais tu vois, il y a plein de... Tu dis pas bonjour pareil, tu apprécies pas un repas pareil, tu vois. Oui, selon les cultures. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on t'oblige à être très très politiquement correct quand même avec ton IA pour qu'elle soit performante. Tu vois, on t'oblige à avoir une façon de te comporter avec elle qui n'est pas forcément ta façon naturelle. Hein. Tu vois, tu peux être plus rustre ou plus... Voilà. En tout cas, c'est très léger, hein, mais il y a quand même quelque chose dans l'ergonomie, de l'identité. C'est peut-être pas plus mal, finalement, d'être arrivé à une certaine neutralité pour que les IA qui se nourrissent de toutes ces interactions soient le plus neutres possible et que, en fonction de ça, elles puissent interagir de cette manière-là avec nous. Est-ce qu'on va être tous pareils? Tu vois, tu Non. dis, voilà, on a tous un collègue bougon qui sait super bien travailler et qui le matin a du mal à se réveiller, qui dit pas bonjour et c'est pas pour ça qu'il fera pas bien son boulot. Oui, c'est vrai, mais ça l'excuse pas d'avoir un comportement problématique. Il est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tu pourras lui dire 10 fois de dire bonjour et c'est pas grave. C'est-à-dire que tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose où quand tu parlais d'identité, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans les normes culturelles qui sont de plus en plus prégnantes. C'est-à-dire? Bah, tu vois, tu dois être poli avec ton IA pour qu'elle te donne la meilleure réponse possible. On humanise beaucoup trop, je trouve. Ah bah, l'anthropomorphisme et l'intelligence artificielle, ça c'est énorme. Ça reste un outil. Tu vois, tu te demandais si elle avait une conscience. Bah non, enfin, elle n'a pas de conscience propre. Elle crée du sens à partir de règles qu'on lui a données. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est parce que ta question était sur l'identité aussi de chacun. C'est que faut qu'on fasse attention à pouvoir rester nous-mêmes. Parce que c'était aussi par rapport à ta première question de ce monde hyper connecté où les applications, par leur design, nous incitent à avoir des comportements. Ben là, c'est pareil. Il faut aussi faire attention à ce que les IA, par leur design, ne nous incitent pas trop à avoir un comportement. Il faut qu'on reste libre, en fait. Je me demande pourquoi les gens ils font une espèce d'amalgame entre le fait que ce soit un outil et cette limite un peu bancale avec le fait que ce soit quelque chose avec lequel on peut interagir. Du coup, il l'humanise à un tel point que ça en devient limite dangereux, comme dans le film ou comme avec Replica. Bah, tu vois, on leur a dit, le test de Turing, c'est la capacité que la machine a le plus de ressembler à un être humain. En fait, c'est parce que depuis des années, en technophilie, tu vois, il y a ce mouvement d'anthropomorphisme, tu vois. On leur dit, bah ouais, bientôt les robots vont ressembler aux humains, bientôt vous allez pouvoir... Tu vois, ça vient, c'est vraiment un courant de pensée. Et pourquoi faire? Tu vois, la question, effectivement, et pourquoi? Ouais, je suis d'accord, c'est une bonne question. Pourquoi? Je suis complètement d'accord. Je ne pourrais pas y répondre, je ne sais pas pourquoi. Ça doit bien, tu vois, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit tant aimer la technologie et pourquoi en fait on transfère autant nos propres frustrations, nos propres attentes, nos propres envies sur une technologie. Du coup, c'est hyper dangereux. Pourquoi vouloir la faire absolument ressembler parfaitement à un humain alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas un humain, c'est une suite de 0 et de 1. Pourquoi on ne garde pas une apparence hyper robotique, même jusqu'à aller dans le cliché, hein, ce serait pas grave. Mais pour bien marquer la frontière entre ce qui nous définit nous en tant qu'humains et la machine en tant que machine. Et je trouve ça hyper dangereux parce que du coup la limite,
la limite, elle est ultra bancale et c'est hyper dangereux pour des personnes qui seraient dans des états plus dépressifs ou plus aptes à se laisser avoir ou à tomber dans l'excès de leur utilisation. Le danger est dans un autre... Enfin, le but, il serait même autre. En fait, d'arriver à emmener la machine vers l'humain, ce serait aussi emmener l'humain vers la machine. Et tu vois, et qu'il ne soit plus là que pour répondre à des tâches productivistes simples. L'humain ou la machine? L'humain. Quand tu vois les science-fiction, tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu emmènes la technologie, les robots vers l'humain, tu as servi aussi l'humain à la machine. Et tu en fais encore plus encore qu'avant un objet productiviste. Et c'est là, beaucoup pensent que c'est ça le but. Le but, c'est de continuer à faire de nous des fourmis et de plus en plus des fourmis. Je trouve ça terrible. Mais si tu regardes la science-fiction, c'est ça, tu vois, les séries là qui sortent où t'en as qui sont resetés à chaque fois qu'ils vont au boulot, on leur donne une tâche à faire, ils passent leur journée à faire leur tâche et ils sont re-resetés à la fin de leur journée et ils peuvent vivre leur vie. Alors forcément, il y a des bugs, il y a des trucs comme ça, donc c'est ça qui est drôle, mais tu vois, des séries de science-fiction, elles t'emmènent vers ça aussi. Et du coup, ça serait peut-être un but, tu vois. Je sais pas, je trouve ça un peu affreux qu'on soit si proche de perdre tout ce qui fait l'essence de l'humanité. Bah, est-ce qu'on est vraiment si proche de faire l'essence de l'humanité? Tu crois pas? Enfin, tu vois le film. Pas encore. Nous, on a une conscience. Nous, on a une conscience, on a un esprit critique. En plus, on est français, alors du coup, on a un super esprit critique. mais voilà, cultivons-le, tu vois. C'est ça, on sait quelle est notre part d'humanité là-dedans, on doit la cultiver et on doit apprendre à la cultiver. Mais j'ai peur que ça se perde au fil du temps, à cause d'avancées technologiques comme celle-là. Ça, c'est peut-être cette peur qui va nous la faire perdre. C'est la peur qui fait des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qui nous paralyse, qui ne nous fait pas aller de l'avant. Il y a un risque, dans toute technologie, il y a des risques, tu vois. La bombe atomique, on a bien vu qu'il y avait un super risque, on l'a utilisée et voilà, et on n'a jamais su si c'était bien ou mal. Ou, tu vois, cette question, elle est pas binaire. Oui, mais on a essayé. On s'est rendu compte que c'était vraiment pas le meilleur des moyens. Eh ben, et on l'a plus jamais réutilisé. Il y a plein de gens qui ont dit que c'est parce qu'elle existait et qu'on l'a utilisée que la guerre a fini. Et que pour l'instant, plus personne ne l'a jamais utilisé parce qu'il y a un moratoire dessus et qu'il y a un équilibre des forces. Tu vois ce que je veux dire? Mais la technologie, on est allé jusqu'au bout. Après, on a développé une conscience planétaire de ce que ça peut faire. Mais c'est une conscience planétaire du risque qu'on a entre les mains. Est-ce que là, les gens ont conscience du risque que ça représente? Moi, je n'oserais même pas le définir complètement, tu vois. Je ne suis pas sûre. Oui, moi non plus. Tu vois, voilà. Donc du coup... peut-être qu'on en est là, à définir le risque que ça représente par rapport à, effectivement, à nos interactions humaines, par rapport à nos connaissances, par rapport à notre production artistique, par rapport à notre créativité, par rapport à notre individualité, tu vois. C'est à nous de développer tout ça. C'est à nous de poser ces questions, tu vois, comme toi dans ton interview, là, c'est à nous de nous dire, ok, quelles sont les questions? Continuons à nous poser des questions. Continuons chacun, effectivement, à croire, à comprendre sur, voilà, on fait plein, alors, c'est pas le moment pub, hein, mais on fait plein de cafés IA, avec Agora Calicé, un par mois à peu près, où on traite ces questions de souveraineté des données, d'éthique de l'IA, d'impact écologique de l'IA, tu vois. Je trouve que c'est un super moment aussi où on voit qu'il y a un débat de société possible et que plus on en parlera, plus on aura connaissance de ce que c'est vraiment, plus on sera à même de développer justement notre esprit critique, de dire ok, ça va me faire gagner du temps là, cette tâche elle ne m'apportait pas grand chose, je vais pouvoir du coup passer plus de temps à discuter d'un problème de fond avec un collègue. Et donc, mais c'est à nous de le faire, c'est personne d'autre le fera à notre place, hein. Tu vois, en plus, on est des petits Européens, là, on nous dit tout le temps qu'on est à la traîne sur l'IA, qu'on sait faire que réglementer. Ok, réglementons, je pense que c'est une bonne chose et posons-nous les bonnes questions et soyons critiques et utilisons-le comme un outil. Et dans Heure, à la fin, on le redit encore, elles sont plus là, hein. Elles sont parties d'elles-mêmes, on est d'accord, mais avant même qu'elles partent, tu vois bien, Joaquin Phoenix, il se posait des questions, il remarquait bien qu'il y avait quelque chose qui lui manquait et qu'il y avait un équilibre, qu'il était plus satisfait. Et... Au final, avec sa collègue, ils se rendent compte que leurs IA, c'est pas ce qui fait
l'essence de leur propre identité. Et c'est vrai qu'à la fin, au final, bon, ça se divise et elles partent d'elles-mêmes. Mais au final, les humains du film se rendent bien compte qu'il y a un souci, et qu'il y a une problématique en tout cas. Ils se rendent compte qu'effectivement, elles répondent que ce soit essentiellement à des problèmes de solitude, mais surtout qu'ils se rendent compte que d'avoir une relation humaine, ça les nourrit plus. Mais voilà, ça c'est le film. C'est un message positif. C'est un message positif. De comment il reconnecte après avec la réalité. Et on ne sait pas en fait s'il aurait réussi aussi bien à reconnecter avec les relations humaines s'il n'était pas passé par cette histoire d'amour avec une IA. On n'en sait rien. C'est une expérience comme une autre au final. C'est aussi une expérience. Bah ouais. Tu vois, c'est une expérience où il a souffert, où il a été triste. Comme le réalisateur l'a écrit, c'est vraiment assez classique, tu vois. Dans leur histoire, c'est pas une histoire rose tous les jours. Ils ont fait des expériences. Enfin voilà, ils ont tenté des choses pour combler le vide. Voilà, ça a été écrit comme ça. Mais ouais, ça a vraiment été écrit comme une histoire d'amour. C'était son choix, tu vois. Et du coup, il est passé par là et puis il était prêt. Ah oui, c'est ça. La phrase, c'est maintenant on sait aimer. C'est la phrase de fin de quand Samantha le quitte. Elle le dit pour elle et pour lui. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté mon invitation et qu'on ait pu échanger sur ce sujet qui est riche et très intéressant. Merci à toi, Joséphine.